Ma fiancée a invité son ex à notre dîner de fiançailles. Devant tout le monde, il a raconté ce qu'ils faisaient ensemble pendant que j'étais au travail. Je suis un homme de 31 ans. Le soir de mon dîner de fiançailles, je me suis retrouvé assis à une longue table décorée avec des fleurs blanches, entouré de nos familles, en train de regarder l'ex de ma fiancée raconter calmement à tout le monde ce qu'ils faisaient ensemble pendant que, moi, je bossais au bureau. J'entendais ces mots, je voyais les visages se tourner vers moi, mais mon cerveau n'arrivait pas à suivre. C'était comme si quelqu'un avait arraché le sol sous ma chaise et que tout le monde me regardait tomber sans bouger. Je m'appelle Mathieu. Ma fiancée s'appelle Emma. On était ensemble depuis 4 ans. On venait d'annoncer officiellement nos fiançailles. Ma mère souriait enfin après des années à me répéter qu'elle voulait me voir poser. Le père d'Emma avait accepté de payer une partie de la salle. On avait prévu un mariage simple mais propre. J'étais fier. J'avais l'impression d'avoir construit quelque chose de solide avec elle. Et cette soirée devait être notre petit moment, une étape avant le grand jour. Je savais qu'Emma avait un ex important dans son passé, un certain Julien. Au début de notre relation, elle m'avait raconté que c'était une histoire compliquée, qu'ils étaient restés ensemble longtemps, qu'ils avaient vécu des hauts et des bas, qu'ils s'étaient fait du mal, mais que c'était terminé depuis longtemps. Elle disait qu'il l'avait beaucoup blessée. Elle insistait sur le fait qu'elle s'était juré de ne plus jamais retourner avec lui. Je prenais ça au sérieux. Je respectais ce passé. Je me disais que tout le monde avait une personne comme ça derrière lui. Au fil des années, elle évoquait parfois Julien comme un exemple de ce qu'elle ne voulait plus vivre. Elle disait que grâce à lui, elle savait ce que c'était un mec instable, qu'elle avait compris qu'elle voulait quelqu'un de fiable comme moi. Elle se servait de cette comparaison pour me valoriser. Je me sentais rassuré. Je ne pensais pas une seconde que ce nom reviendrait un jour de cette façon. Le dîner de fiançailles, c'était l'idée de sa mère. Elle voulait marquer le coup, rassembler les deux familles, les amis proches, pour officialiser les choses. Une vingtaine de personnes. Mes parents, ma sœur, quelques cousins. De son côté, ses parents, son frère, 2 cousines, des amis. Et au milieu de tout ça, quelqu'un que je n'aurais jamais imaginé voir là, Julien. Je l'ai remarqué dès que je suis entré dans la salle du restaurant qu'on avait réservé. Il était assis au bout de la table, un peu à l'écart, mais clairement invité. Personne ne l'avait prévenu de mon côté. Je me suis stoppé net. Emma est venue vers moi, toute souriante, en me prenant le bras. Elle a vu que je le fixais. Elle m'a glissé très vite que c'était normal, qu'elle l'avait invité parce qu'ils étaient restés en bons termes, qu'il faisait partie de son passé, mais aussi de sa vie sociale, que ce serait bête de le laisser de côté. Elle a ajouté que ça prouvait qu'elle n'avait rien à cacher. Sur le coup, j'ai senti une alarme dans ma tête. Mais j'ai essayé de me calmer. On était le soir de nos fiançailles. Tout le monde regardait. Je me suis dit que si je faisais un scandale dès le début, j'allais passer pour le mec jaloux, fragile, incapable de supporter un ex dans la même pièce. Alors j'ai encaissé. Je me suis forcé à sourire, à saluer les gens, à jouer mon rôle. La soirée a commencé normalement. Discours des parents, petits souvenirs, blagues gênantes de mon oncle, regards attendris de ma mère. Emma jouait parfaitement la fiancée heureuse. Elle riait, elle embrassait ma joue, elle posait sa main sur la mienne. Je me disais que peut-être, c'était juste moi qui étais trop sensible sur la présence de Julien. Lui, il restait plutôt discret. Il discutait avec 2 amis d'Emma, il n'était pas au centre de l'attention. Pendant une bonne heure, j'ai presque réussi à l'oublier. C'est au moment du dessert que tout a commencé à basculer. La mère d'Emma a voulu faire un tour de table. Elle a demandé à chacun de dire un mot sur nous, une anecdote, un souhait pour notre couple. C'était déjà gênant en soi, mais j'ai joué le jeu. Ma sœur a raconté comment j'avais toujours été protecteur avec elle. Le père d'Emma a parlé de ma patience, de ma stabilité. Quelques blagues, quelques larmes. Et puis, à un moment, la mère d'Emma a tourné la tête vers Julien. Elle lui a demandé de dire un mot aussi, puisqu'il connaissait bien Emma. Je me souviens de la sensation de froid qui a traversé mon corps quand je l'ai entendu prendre la parole. Je n'ai pas les phrases exactes dans ma tête, parce que j'étais trop choqué, mais je me souviens de la façon dont il a commencé par des compliments. Il disait qu'Emma avait un grand cœur, qu'elle était pleine de vie, qu'elle avait beaucoup évolué. Tout le monde souriait. Puis il a ajouté qu'il savait à quel point elle avait toujours voulu une relation stable, qu'elle avait longtemps cherché quelqu'un qui ferait passer son couple avant son travail. Et là, sans même changer de ton, il a glissé des détails qui n'avaient rien à faire là.
Il a expliqué qu'il avait eu du mal à la laisser partir, qu'ils avaient eu du mal à couper les ponts, qu'il avait même eu des moments de faiblesse, qu'il s'était retrouvé quelquefois, même après qu'elle ait commencé sa relation avec moi. Il a précisé que c'était arrivé quand, moi, j'étais souvent au travail. La salle est devenue silencieuse. Je sentais les regards se poser sur moi, puis sur Emma, puis sur lui. Il parlait comme si c'était un truc banal. Comme si tout le monde était au courant. Comme si c'était une information neutre. Il a continué en disant qu'Emma avait toujours été honnête sur le fait qu'elle avait encore des sentiments mélangés à l'époque, qu'elle se cherchait, qu'elle était perdue. Il a laissé entendre qu'ils avaient partagé des moments très intimes, qu'ils se voyaient en semaine, l'après-midi, alors que, moi, j'étais au bureau. Il a ajouté qu'il était content de la voir enfin poser les choses avec quelqu'un comme moi, capable, selon lui, d'encaisser son passé. Je ne sentais plus mes mains. Mon cœur battait tellement fort que j'avais l'impression que tout le monde l'entendait. Emma avait pâli. Elle regardait Julien avec une expression étrange, entre la panique et la colère. Sa mère gardait un sourire crispé, comme si elle essayait de contrôler la situation par la force de son visage. Ma mère, elle, me fixait, choquée. Je me suis vu de l'extérieur. Le futur mari, assis au milieu d'une table, en train d'apprendre devant toute sa famille et celle de sa fiancée que, pendant qu'il courait entre son travail et ses factures, elle couchait encore avec son ex chez lui, l'après-midi, quand il ne pouvait pas le voir. Julien ne donnait pas tous les détails, mais il en donnait assez. Il parlait de souvenirs, de moments volés, de dilemmes. Tout le monde comprenait. Dans ma tête, 1000 souvenirs se sont alignés d'un coup. Les fois où Emma m'avait dit qu'elle avait besoin d'un après-midi pour soi, qu'elle voulait se reposer. Les jours où elle m'expliquait qu'elle allait voir une amie, mais qu'elle ne voulait pas que je vienne parce que ça la stressait d'être surveillée. Les soirées où elle rentrait un peu étrange, avec un mélange d'excitation et de culpabilité dans le regard, et où elle me disait qu'elle avait juste besoin de dormir. Tout ça, d'un coup, prenait un sens beaucoup plus sale. Je me suis levé de table sans même réfléchir. Je n'ai pas crié. Je n'ai insulté personne. Je me suis juste levé et je suis sorti de la salle. Tout le monde m'a regardé partir sans bouger. J'ai entendu vaguement ma mère m'appeler, mais je n'ai pas répondu. J'avais l'impression de suffoquer. J'avais besoin d'air. Je suis sorti dans la rue, j'ai posé mes mains sur mes genoux, j'ai respiré comme quelqu'un en crise. Quelques minutes plus tard, Emma m'a rejoint dehors. Elle tremblait. Elle disait qu'elle ne savait pas pourquoi Julien avait sorti ça, qu'elle ne lui avait jamais demandé de parler de ça, qu'elle ne contrôlait pas ce qu'il racontait. Elle insistait sur le fait que c'était du passé, que ce n'était arrivé que quelquefois, qu'elle était perdue à ce moment-là, qu'elle m'aimait vraiment, que ce soir devait être notre soirée à nous. Je l'écoutais, mais je sentais une barrière se mettre en place dans ma tête. Je ne pouvais pas oublier le timing. Oui, c'était peut-être du passé, mais ce passé-là, c'était pendant moi. Ce n'était pas une histoire d'avant. C'était une histoire parallèle. Pendant que je croyais construire un couple avec elle, elle entretenait encore une liaison avec l'homme qu'elle me présentait comme un mauvais souvenir. On est resté quelques minutes dehors, à se disputer froidement. Elle répétait que je devais la croire, qu'elle voulait avancer, qu'elle avait coupé les ponts avec Julien depuis longtemps, que le voir ce soir ne voulait rien dire. Je voyais bien que même elle ne croyait pas vraiment ce qu'elle racontait. Son regard fuyait, son corps entier respirait la panique. Je suis finalement retourné dans la salle. Pas parce que ça allait mieux. Juste parce que je savais que si je partais vraiment à ce moment-là, tout le monde comprendrait que le mariage était mort avant même d'avoir commencé. Je ne voulais pas claquer la porte comme ça, sous le choc, sans réfléchir. Je me suis rassis. Personne n'osait parler. Julien regardait son assiette. Ma mère me fixait avec des yeux humides. Le père d'Emma observait sa fille avec une expression dure que je ne lui avais jamais vue. La fin de la soirée a été gênante, froide, tendue. Plus de discours, plus de blagues. Juste des assiettes à moitié finies et des regards évités. Quand les invités sont partis, chacun m'a serré la main avec une phrase maladroite, un regard de pitié. On me disait que ça allait s'arranger, que les couples traversaient des tempêtes, que le passé devait rester le passé. Je n'écoutais plus vraiment. En rentrant chez moi, je n'arrivais même pas à pleurer. J'étais dans un état de sidération. Mon téléphone vibrait déjà avec des messages. Ma sœur me demandait si j'avais besoin d'un endroit où dormir. Ma mère me disait qu'elle m'aimait, qu'elle était là. Je voyais aussi des messages d'Emma qui s'enchaînaient. Elle écrivait qu'elle m'aimait,
qu'elle était désolée, qu'elle ne savait pas pourquoi Julien avait fait ça, qu'elle allait le bloquer partout, qu'elle couperait les ponts pour de vrai cette fois. Je me suis assis sur mon canapé avec le costume encore sur le dos. J'ai repensé à tout le chemin qu'on avait parcouru. Notre rencontre, nos moments forts, nos projets. Je me suis souvenu du jour où j'avais acheté la bague. J'étais fier. Je m'étais dit que j'avais trouvé une femme stable, mature, honnête. Et maintenant, je revoyais Julien, assis à notre table de fiançailles, racontant tranquillement qu'ils couchèrent ensemble pendant que je remplissais des tableaux Excel au bureau. Les jours qui ont suivi, j'ai essayé de comprendre si ce qu'il avait dit était exact, exagéré, ou pire encore, minimisé. J'ai demandé des détails à Emma. Elle a fini par admettre qu'ils s'étaient revus plusieurs fois pendant les premières années de notre relation. Elle disait qu'elle était dans le flou, qu'elle ne savait pas si notre histoire allait durer, qu'elle se raccrochait à ce qu'elle connaissait. Elle a reconnu qu'ils s'étaient vus chez lui, chez elle, parfois chez un ami, toujours pendant que je travaillais ou que je croyais qu'elle était avec quelqu'un d'autre. Plus elle parlait, plus je sentais une sorte de nausée à monter. Je revoyais mon moi d'avant, celui qui envoyait des messages mignons à la pause, celui qui ramenait parfois un dessert du midi pour le soir, celui qui organisait des week-ends pour nous deux. Et je comprenais que, pendant ce temps, elle répondait à Julien en douce, qu'elle fixait des rendez-vous cachés, qu'elle me regardait dans les yeux le soir en me disant qu'elle était fatiguée. À un moment, je lui ai demandé pourquoi elle avait invité Julien à notre dîner de fiançailles. C'était peut-être la question la plus importante. Elle a d'abord répondu qu'elle voulait montrer qu'elle n'avait plus peur de son passé, qu'elle voulait prouver qu'ils étaient vraiment amis, que c'était derrière elle. Puis, sous la pression, elle a fini par avouer autre chose. Elle m'a dit qu'elle avait encore un peu peur de couper complètement avec lui, qu'elle se sentait coupable, qu'elle ne voulait pas passer pour la méchante. Elle a ajouté qu'une partie d'elle voulait voir s'il avait vraiment tourné la page en la voyant avec moi. En gros, elle avait utilisé notre dîner de fiançailles comme un test pour son ex. Elle voulait une sorte de validation. Elle voulait qu'il la regarde et qu'il comprenne qu'elle se mariait avec quelqu'un d'autre. Elle n'avait juste pas prévu qu'il réagirait en balançant tout devant nos familles. Ce détail m'a achevé. Ce soir-là était censé être notre moment. Et elle s'en était servie pour régler ses propres comptes émotionnels avec un autre homme. Elle n'avait pas protégé notre couple. Elle avait mis notre relation au milieu d'un conflit interne dont je n'avais même pas connaissance. J'ai commencé à remarquer aussi le rôle de sa mère dans tout ça. Une amie de la famille m'a confié que la mère d'Emma savait très bien que Julien venait. Pire encore, elle l'avait encouragé à l'inviter, en disant qu'il fallait tourner la page proprement. Elle trouvait ça sain qu'il reste en contact, que la preuve de maturité, c'était de pouvoir tous être dans la même pièce. Elle ne s'était jamais demandé ce que ça ferait pour moi, ce que ça pouvait déclencher. Je me suis senti doublement trahi. Par Emma, qui avait caché cette liaison parallèle pendant des années. Par sa famille, qui avait laissé entrer cet homme dans notre soirée comme si c'était un invité normal, alors qu'il savait qu'il avait été plus qu'un simple ex. Pendant plusieurs jours, j'ai hésité entre tout casser tout de suite ou essayer de sauver quelque chose. J'entendais les voix autour de moi. Certains me disaient que tout le monde faisait des erreurs, que l'important était le présent, que si elle avait vraiment coupé avec lui maintenant, on pouvait repartir sur de bonnes bases. D'autres me disaient que si je fermais les yeux sur ça, je le paierais un jour, que je me retrouverais avec une femme qui sait déjà qu'elle peut me trahir et se rattraper avec quelques larmes. Je me sentais coincé. Je l'aimais encore. Malgré tout, c'était la vérité. Je l'aimais. Mais je ne me respectais plus. Quand je fermais les yeux, je me voyais assis à cette table avec Julien en train de déballer tout. Je me voyais figé, incapable de répondre, avec des gens qui me regardaient comme si j'étais le dernier au courant. Je pensais que le pire était passé, que le dîner de fiançailles avait été le pic de l'humiliation. Mais quelques jours après, j'ai découvert quelque chose qui a tout changé, définitivement. Et là, ce n'était plus seulement une histoire de passé. C'était une histoire de mensonges en cours. C'est à ce moment-là que j'ai compris que cette relation n'était pas seulement fissurée, elle était pourrie à la base. Et qu'en réalité, même pendant qu'elle pleurait en me promettant que tout était derrière elle, elle continuait à mélanger les lignes avec Julien dans mon dos. Les jours après le dîner de fiançailles, j'ai essayé de fonctionner normalement, mais tout était faux. Je travaillais, mais je n'arrivais pas à me concentrer. Je rentrais chez moi, mais je ne me sentais plus chez moi. Emma m'envoyait des messages, me proposait de venir parler, de tout m'expliquer. Elle répétait que ce qu'il s'était passé avec Julien appartenait au passé, qu'elle n'était plus cette personne, qu'elle avait changé.
Je lui ai accordé une discussion en face à face, plus par besoin de clarté que par envie de la voir. On s'est retrouvés dans mon salon. Elle était en larmes avant même que je parle. Elle racontait qu'elle se dégoûtait elle-même, qu'elle avait honte, qu'elle avait peur de me perdre. Elle me jurait qu'elle n'avait plus revu Julien depuis 1 an et demi, que ce dîner de fiançailles était censé être la preuve que c'était fini, qu'elle ne le regardait plus que comme un ami. Je l'écoutais, mais quelque chose en moi restait fermé. J'avais la vidéo de la soirée dans la tête. Je sentais aussi une autre chose. Une sorte d'intuition sale. Je ne sais pas si c'est parce que j'avais déjà été trahi, ou parce que quelque chose dans sa façon de parler sonnait faux, mais je me suis mis à douter même de cette chronologie. 1 an et demi sans contact, alors qu'il se permettait de parler comme ça, aussi sûr de lui, devant tout le monde? Ça ne tenait pas. Après son départ, j'ai pris une décision que je déteste encore aujourd'hui, mais que je ne regrette pas. J'ai fouillé. Je n'avais jamais touché à son téléphone avant. Je n'avais jamais fouillé son ordinateur. J'avais toujours pensé que si j'en arrivais là, c'est que la relation était déjà morte. Là, elle était déjà en train d'agoniser. Je me suis dit que, de toute façon, sans vérité, je ne pourrais rien décider. Emma avait laissé son ordinateur portable plusieurs fois chez moi. Elle s'en servait parfois pour travailler, parfois pour regarder des séries ensemble. Ce soir-là, j'ai allumé l'ordinateur. J'ai cherché son compte de messagerie, ses conversations avec Julien. Je ne savais même pas si j'allais trouver quelque chose. Je me sentais sale, mais j'avais besoin de savoir. Je suis tombé sur plusieurs échanges. Certains anciens, qui confirmaient ce qu'elle m'avait dit. Des messages où elle lui disait qu'elle était perdue, des rendez-vous fixés, des mots lourds. Ça m'a fait mal, mais je m'y attendais. Puis, en remontant, j'ai vu des dates récentes. Très récentes. Des conversations d'un accent grave peine 2 semaines avant le dîner. Puis quelques messages datés de l'avant-veille. Leur ton n'avait rien d'un simple contact amical. Elle lui écrivait qu'elle pensait encore à lui parfois, qu'elle se demandait si elle aurait été heureuse avec lui s'il avait été plus stable. Il lui répondait qu'il rêvait parfois d'une autre vie, qu'il imaginait ce qui se serait passé s'il n'avait jamais rompu. Elle lui avait envoyé une photo de la bague de fiançailles, en disant qu'elle avait peur de faire une erreur. Il lui avait répondu qu'il ne la voyait pas mariée avec quelqu'un d'autre, qu'il ne comprenait pas comment elle pouvait se projeter avec moi alors qu'elle avait encore des doutes. Plus je lisais, plus je sentais mon cœur se serrer. Les messages dataient d'avant le dîner, mais aussi d'après. Parce que oui, après cette humiliation publique, elle lui avait encore écrit. Elle lui disait qu'il avait tout gâché, qu'il avait été cruel de raconter ça devant tout le monde, qu'il l'avait mise en danger. Mais au milieu de sa colère, elle glissait encore des phrases du type qu'elle comprenait sa douleur, qu'elle savait qu'il souffrait, qu'elle ne voulait pas le perdre totalement. C'est là que j'ai compris la vérité la plus dure, même après tout ça, elle essayait encore de garder un lien avec lui. Moi, j'étais là à étouffer dans mon salon, en train de me demander si je devais faire un effort pour sauver notre couple. Et elle envoyait des messages à l'homme qui venait de m'humilier devant ma mère. Elle était en train de négocier la forme de leur lien. Pas de coupé. J'ai continué à fouiller. Je suis tombé sur des photos. Rien de nu, rien de vulgaire, mais assez pour comprendre. Des selfies d'eux pris quelques mois plus tôt, dans un café, dans une voiture. Des messages où elle lui disait qu'elle avait menti en me disant qu'elle était avec une amie. Des mots où elle écrivait noir sur blanc qu'elle se sentait plus elle-même avec lui, qu'avec moi elle jouait un rôle. Je suis resté longtemps devant l'écran, immobile. J'avais la preuve devant moi que le dîner de fiançailles n'était pas juste un accident du passé qui ressurgissait. C'était le résultat d'une relation encore vivante dans sa tête, même si elle prétendait le contraire. Julien n'avait pas parlé par maladresse. Il avait parlé parce qu'il se sentait à sa place. Parce qu'elle lui laissait cette place, même sans le vouloir. Le lendemain, je l'ai appelé. Je lui ai dit qu'on devait se voir une dernière fois. On s'est retrouvés dans un parc, sur un banc. Je lui ai expliqué que j'avais vu les messages. Je n'ai pas crié. J'ai été direct. Je lui ai décrit précisément ce qu'elle avait écrit à Julien. Elle a compris que je ne supposais pas. Elle a compris que je savais. Elle a d'abord tenté de minimiser. Elle disait que c'était des faiblesses, des moments de panique, des choses écrites sous le coup de l'émotion, qu'elle ne les pensait pas vraiment. Elle affirmait que ce n'était que des mots, que dans les faits, elle était avec moi, qu'elle avançait avec moi. Elle répétait qu'elle m'aimait vraiment, que je ne pouvais pas jeter 4 ans à la poubelle à cause de ça. Mais plus elle parlait,
plus je voyais qu'elle ne comprenait pas la gravité de ce qu'elle avait fait. Pour elle, l'important, c'était qu'elle ait choisi de rester avec moi au final. Pour moi, l'important, c'était tout ce qu'elle avait fait pendant. Les rendez-vous cachés, les mensonges, les après-midi en douce, les messages pendant que je travaillais, les hésitations jusqu'à la veille de nos fiançailles. Je lui ai expliqué calmement que je ne pouvais pas me marier avec une personne qui me voyait comme un plan B amélioré. Je lui ai dit que je ne pouvais pas passer ma vie avec quelqu'un qui avait besoin de l'approbation de son ex pour avancer. Je lui ai annoncé que je cassais les fiançailles. Que je ne voulais plus continuer. Elle s'est effondrée. Elle répétait que je faisais une erreur, que j'allais le regretter, qu'elle allait se soigner, faire une thérapie, couper vraiment avec Julien cette fois. Elle me suppliait de lui laisser une dernière chance. Elle disait que c'était seulement maintenant qu'elle réalisait ce qu'elle risquait de perdre. Je la regardais pleurer, mais quelque chose en moi était mort. L'amour, ce n'est pas censé être une négociation permanente entre la trahison et le pardon. Je ne voulais pas devenir ce mec qui passe son mariage à vérifier où est sa femme, qui se demande à chaque fois qu'elle répond en retard si elle est avec lui ou avec un autre. Je n'avais plus la force. À partir de là, tout s'est accéléré. J'ai appelé mes parents, je leur ai expliqué. Ma mère m'a dit qu'elle était triste pour moi, mais soulagée que je me respecte. Mon père, plus froid, m'a simplement dit que je faisais le bon choix, qu'un mariage sans confiance était un enfer. Du côté d'Emma, ça a été un cauchemar. Elle a raconté à sa famille que je l'abandonnais pour une erreur du passé, que je ne savais pas pardonner, que j'étais rigide. Sa mère m'a appelé pour me dire que j'étais en train de ruiner la vie de sa fille pour quelques histoires anciennes. Elle disait que tous les couples avaient des casseroles, que l'important était d'avancer. Elle ajoutait que si je l'aimais vraiment, je devrais la soutenir dans sa culpabilité au lieu de la juger. Elle ne parlait jamais de ce dîner, jamais de l'humiliation, jamais du fait que tout avait été dévoilé devant tout le monde. Dans sa tête, c'était moi le problème. Peu après, le cercle d'amis communs s'est divisé. Certains ont pris ma défense. Ils disaient que ce que Julien avait fait était violent, que ce qu'Emma avait caché était inacceptable. D'autres ont choisi son camp. Ils disaient qu'elle avait fait des erreurs, oui, mais qu'elle avait choisi de se fiancer, que ça prouvait qu'elle voulait avancer avec moi. Ils m'accusaient d'être dur, de n'avoir aucune nuance, de tout voir en noir et blanc. Je regardais tout ça de loin. Je n'avais plus envie de me justifier. Je savais ce que j'avais lu. Je savais ce que j'avais ressenti. Je savais ce que j'avais subi. Julien, lui, a disparu après le dîner. Il n'a jamais cherché à me parler. Il n'a jamais présenté d'excuses. Il avait balancé sa bombe au milieu de la salle, puis il avait quitté la scène comme si de rien n'était. En réalité, il avait tout gagné, il avait cassé notre couple, il avait prouvé à Emma que son ex conservait un pouvoir énorme sur sa vie, et il avait réussi à se venger en m'exposant devant tout le monde. Avec le temps, j'ai compris que ce dîner était une sorte de champ de bataille silencieux entre deux. Emma voulait se prouver qu'elle avançait. Julien voulait prouver qu'il n'était pas effacé. Moi, je n'avais pas été invité comme futur mari. J'avais été placé là comme figurant, comme symbole. On m'avait assis au milieu, et on avait joué avec ma dignité. La rupture officielle a fait du bruit. Les fiançailles annulées ont circulé dans la famille. Les gens posaient des questions. Certains cherchaient des détails. Je me suis retrouvé à répéter la même histoire à plusieurs personnes. J'ai fini par simplifier. Je disais que j'avais découvert des mensonges, que la confiance était cassée, que je préférais arrêter là. Ceux qui voulaient comprendre comprenaient. Les autres se contentaient de murmurer. Les semaines suivantes ont été très dures. Je me réveillais la nuit en repensant à la scène du restaurant. Je revoyais le sourire gêné de certains, le malaise dans les yeux de ma sœur, le regard vide du père d'Emma. J'avais honte. Pas d'avoir rompu. J'avais honte d'avoir été le dernier à savoir, d'avoir porté la bague, d'avoir prononcé des phrases sur la confiance alors que d'autres savaient que tout ça reposait sur du vent. J'ai commencé une thérapie. La psychologue m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Elle m'a expliqué que la trahison, ce n'est pas seulement le fait qu'elle ait couché avec son ex. C'est tout ce système qu'elle a construit autour. Les mensonges, les silences, l'invitation calculée, la mise en scène. Elle m'a dit que le fait que tout ait explosé devant tout le monde n'était pas seulement de la malchance. C'était le résultat d'un déséquilibre déjà présent depuis longtemps. Petit à petit, j'ai arrêté de me voir comme le mec trop dur qui ne pardonne pas.
J'ai commencé à me voir comme quelqu'un qui avait simplement refusé de se sacrifier sur l'autel du passé non réglé d'une autre personne. Je n'étais pas parfait. J'avais certainement eu mes défauts dans la relation. Mais je n'avais pas mérité ça. J'ai appris aussi, plus tard, que même certains membres de sa famille avaient été choqués par ce que Julien avait dit. Sa tante m'a écrit en privé pour me dire qu'elle comprenait mon choix, qu'elle avait elle-même trouvé ce dîner malsain. Elle a ajouté que, selon elle, la mère d'Emma avait une énorme part de responsabilité, parce qu'elle avait poussé sa fille à jouer avec le feu en invitant cet ex pour faire la paix. Elle disait qu'elle avait vu Emma lutter entre deux vies, et qu'au lieu de l'aider à trancher, on avait essayé de tout mélanger. Je n'aurai jamais la version exacte de ce qui s'est passé dans la tête d'Emma, ni dans celle de Julien. Je ne saurai jamais si Julien avait prévu à l'avance de tout balancer, ou s'il a improvisé sur le moment. Je ne saurai jamais à quel point Emma s'attendait à ce dérapage ou pas. Ce que je sais, c'est le résultat. Ma fiancée a invité son ex à notre dîner de fiançailles. Devant tout le monde, il a raconté ce qu'ils faisaient ensemble pendant que j'étais au travail. Ce soir-là, elle n'a pas seulement détruit une soirée. Elle a cassé l'image que j'avais d'elle, de nous, de notre future famille. Aujourd'hui, je suis célibataire. Je n'ai pas envie de me précipiter dans une nouvelle relation. J'ai encore cette scène dans la tête à chaque fois que je pense à m'engager. Je travaille dessus. Je sais que toutes les femmes ne sont pas comme elle. Je sais aussi que, moi, je ne suis pas condamné à rester coincé dans ce rôle de fiancé humilié. Je garde une chose très claire dans ma tête maintenant, si quelqu'un a besoin d'inviter son passé à la table de notre avenir, c'est qu'il n'est pas prêt à construire quelque chose avec moi. Et si je sens une seule fois qu'on me cache des choses aussi lourdes, je préfère partir avant de me retrouver, encore une fois, assis au milieu d'une salle, en train de découvrir ma propre histoire dans la bouche d'un autre. Pour des histoires encore plus captivantes, essayez Audible gratuitement pendant 1 mois. Lien en description.